Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un format un peu particulier parce qu'il s'agira aujourd'hui de ne pas faire une discussion autour d'un exemple, mais de construire étape par étape une dissertation. Donc aujourd'hui cette vidéo commencera par le brouillon et la problématisation du sujet suivant, agir. Certains sujets ne sont pas sous forme de questions comme vous pouvez les connaître et précisément le but d'un tel sujet c'est que on n'encourt pas le risque, comme vous le savez, de prendre la question du sujet pour la problématique. Donc quand on n'a qu'un seul mot, qu'un seul verbe, on est obligé de réfléchir sur ce verbe. Donc, agir. Pour commencer, et on va s'en servir très rapidement, une petite citation de Shakespeare, tirée de Macbeth. La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant 1 heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Alors, agir. Tout d'abord, quand on a un mot comme ça, le premier réflexe au brouillon, c'est de analyser, identifier les contraires d'un tel mot. Donc, agir s'oppose à subir ou rester inactif. Subir, c'est sentir l'exercice d'une force, d'une pression ou d'une contrainte sur nous. Alors que bien sûr, rester inactif, c'est demeurer passif, c'est ne rien faire. Donc, on a agir. Agir, c'est un verbe, c'est donc un verbe d'action, et je dirais même plus, ce serait le verbe de l'action. Pour comprendre cela, on va faire quelques distinctions d'ordre lexical, linguistique, pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière le fait de commettre une action. Alors, s'agissant du verbe, on distingue 2 formes. La forme intransitive, où cela signifie qu'il n'y a pas de complément d'objet, j'agis. Et il y a la forme transitive, où cette fois il y a un complément d'objet, et donc il ne s'agit plus de dire seulement j'agis, mais j'agis pour quelque chose, en vue de quelque chose, donc au nom d'une fin ou d'une cause. En plus de ces 2 formes, on a également la question de l'impératif. Bien souvent, quand on parle d'agir, on entend agis, fais quelque chose, bouge-toi, et donc arrête d'être dans un état de passivité. Donc, si on analyse un peu plus en détail et qu'on tente de définir rapidement, premièrement, ce qu'est l'action, ce qu'est le fait d'agir. Eh bien, agir, c'est se mettre en mouvement, c'est faire quelque chose. C'est, si vous voulez, me lever, me brosser les dents, ce sont des actions au sens où ce sont des actions physiques. Il y a du mouvement physique dans ce que je vais exécuter. Seulement, est-ce qu'agir, c'est seulement du mouvement physique? On rencontre le risque d'une réduction du concept d'action à celui d'agitation. Et c'est le sens de la citation de Shakespeare. Quand il parle d'une histoire pleine de bruit et de fureur qui ne signifie rien, on parle ici d'agitation. Est-ce que remuer mes bras frénétiquement, c'est réellement agir? Cela signifie donc que l'action, c'est certes faire quelque chose, mais ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce mouvement est un mouvement qui a du sens. Si agir est un mouvement qui a du sens, de quel mouvement parle-t-on réellement ici? Est-ce seulement un mouvement physique ou un mouvement d'un autre ordre? On se rend bien compte aujourd'hui qu'on peut œuvrer pour une cause sans pour autant faire énormément de mouvements physiques, d'autant plus en ces temps compliqués. En effet, applaudir à 20 h, récolter des fonds sur Internet, ce sont bien des actions pour une cause, sans pour autant que ces actions soient déterminées par leur dimension strictement physique. Il faut distinguer, ou en tout cas donner 2 critères, peut-être. Premier critère, ce serait celui de l'efficacité ou de l'efficience de mon action. C'est-à-dire que celle-ci aura une portée et des conséquences constatables. Donc premier critère. Deuxième critère, ce sera peut-être un critère qu'on pourrait appeler un critère moral. C'est-à-dire que mon action sera considérée comme une bonne action. Cela nous amène à la question non pas seulement de l'agir, mais du bien agir, qui s'oppose bien sûr au mal agir, à la mauvaise action. Le bien agir va nous permettre de poser la question de la valeur d'une action. Si on en reste à une simple considération physique de l'action, notre seul critère pour les hiérarchiser sera un critère d'ordre quantitatif. C'est-à-dire qu'on va distinguer une bonne action d'une mauvaise en vertu de la quantité de mouvement qu'elle engagera.
Mais si on distingue différentes actions selon un critère non plus quantitatif, mais qualitatif, alors ce qui va nous permettre de hiérarchiser des actions et de juger une action meilleure qu'une autre, plus bonne qu'une autre, ce sera sa qualité, c'est-à-dire son excellence, sa valeur. Petit récapitulatif des différents points qu'on a pu voir avant d'en venir à la problématisation. Petit 1, on a bien vu que l'action ne pouvait se réduire à une simple agitation. C'est-à-dire que là où l'agitation serait simplement un mouvement physique sans sens, sans signification véritable, l'action, elle, serait plus que cela. Deuxième point, la distinction entre le fait seulement d'agir, donc la dimension intransitive du verbe, et le fait d'agir pour quelque chose, qui est la dimension transitive du verbe agir. Au nom de cette distinction, on se rend compte qu'une action peut, voire peut-être doit, être comprise comme quelque chose au service, en faveur d'une cause ou d'une fin. Troisième distinction, troisième élément complémentaire, la distinction entre bien agir et mal agir, où il s'agirait cette fois de considérer la valeur d'une action d'un point de vue moral. Et enfin, quatrième élément, ce qu'on a pu appeler la dimension impérative de l'action. Ou par dimension impérative, j'entends le devoir et même l'urgence d'agir, de faire quelque chose au nom de cette cause. Maintenant qu'on a fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu au brouillon, en introduction, on est en mesure d'élaborer étape par étape une problématique. 3 étapes pour réaliser une bonne problématique au brouillon et même au propre. Première étape, au nom de tout ce que j'ai pu voir au brouillon, je vais faire des questions préparatoires. C'est-à-dire que je vais préparer le terrain pour qu'ensuite je puisse réellement poser les enjeux et les problèmes liés à l'action. Donc, questions préparatoires. J'en ai isolé 3. Première question. Peut-on résumer la portée et la valeur d'une action à seulement du mouvement physique? Deuxième question. Ne faut-il pas plutôt la comprendre, l'action, à partir de la fin qu'elle vise et des moyens employés pour l'atteindre? Et enfin, troisième question. Pourquoi le fait d'agir existe-t-il sous forme d'impératif de manière aussi insistante? Maintenant qu'on a posé ces questions préparatoires, il est temps de reformuler tout cela sous une forme affirmative et ce sera réellement la problématique. Autrement dit, il s'agira pour nous de voir en quoi le fait d'agir est indissociable de critères moraux qui qualifieront et le contenu de l'action, c'est-à-dire les moyens, et donc ce qu'on pourrait appeler le mode intransitif du verbe, le comment de l'agir, et la loi qui gouverne cette action, c'est-à-dire la fin qui correspond au mode transitif et qui correspond au pourquoi de l'agir. De plus, il faudra comprendre l'idée selon laquelle agir serait un impératif social et moral, un commandement qui nous pousserait à sortir de la passivité pour faire quelque chose. Troisième étape et ultime étape, c'est la synthèse de tout cela sous une question finale. Et c'est à partir de cette question finale qu'on va pouvoir ensuite annoncer le plan et disserter. En quoi l'action est-elle une mise en mouvement qui a du sens? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez en description de cette vidéo des textes littéraires et philosophiques pour vous permettre de préparer les prochaines séances à partir desquelles je ferai le plan de la dissertation.